que je pense que peu d'enfants, peu de parents vous connaissent, peut-être qu'ils vous ont pas entendu. En effet, je suis violoncelliste. Je m'appelle Éric Maria Couturier, de plusieurs origines. Je suis né au Vietnam, venu très très tôt en France, parce que quand je suis né, c'était la période de la guerre, donc je suis arrivé à Nantes, j'ai fait toutes mes études à Nantes, puis ensuite Paris pour les études supérieures, et des études de musique essentiellement, violoncelle, finalement en passant par toutes les étapes de conservatoire, et puis après la vie professionnelle. Aujourd'hui, on est là pour parler de votre parcours, et le parcours il commence dans l'enfance. Donc comment vous étiez dans l'enfance, dans ce rapport à la musique, qui est votre passion aujourd'hui, qui est votre métier? Vous avez attaqué la musique jeune, vous avez déjà découvert très rapidement que vous étiez à même d'avoir cette sensibilité-là, ce don? Ben, je dirais qu'on m'a presque caché ce don. J'ai commencé pas si jeune que ça, plutôt à l'âge de 8-9 ans, de façon très standard, mais avec des très bonnes bases, puisque après, à 18 ans, j'ai pu entrer au Conservatoire supérieur à Paris. Mais j'avoue que mes parents n'étaient pas musiciens, mais par contre, vraiment amateurs d'art et très ouverts. Et j'ai bénéficié de cet environnement, cet accès aux belles choses. On écoutait du jazz, voilà, il y avait quelques reproductions de tableaux un peu contemporains, Paul Klee ou des choses comme ça dans la maison, ou des masques africains. Voilà, deux, trois choses, mais qui marquent l'enfance. Vous avez été baigné quand même dans un univers de curiosité et d'ouverture au monde. C'est ce qui... Oui, mon père, principalement, était habité par un désir de repousser toujours les limites de langage, puisqu'il travaillait dans la recherche du langage artificiel. Donc vraiment les mathématiques pures et les applications, soit dans les domaines de statistiques, de sciences stochastiques, je dirais. Et voilà, donc finalement il y avait des points communs avec la musique libre, c'est-à-dire le free jazz ou carrément la musique contemporaine. Alors on était un peu là-dedans, on voyait les générations d'ordinateurs se succéder, qu'est-ce que ça donnait en termes d'application de jeux vidéo, puisque on voyait tout ce qui se faisait à l'époque, c'était drôle. On suivait un peu ça de loin. Dans une famille qui était créative, qui avait une vraie curiosité au monde. Oui, exactement. Oui. Alors justement, je ne sais pas si vous êtes papa ou non, oui. Si vous avez des enfants, vous poursuivez ce regard comme ça de curiosité, d'expérimentation avec vos enfants ou... Pas plus que ça, c'est-à-dire que c'est tellement moi que ma fille, qui a 18 ans maintenant, s'imprègne complètement je dirais pas des mêmes choses, mais du même environnement, et elle me suggère des choses que j'ai pas le temps de découvrir ni d'écouter, et c'est elle qui me fait découvrir du slam, du rap ou des musiciens de jazz. Enfin, c'est très chouette. C'est chouette d'avoir un retour. Et alors justement, quand elle était petite, en tant que parent, vous l'avez emmenée à des spectacles, à des concerts, vous l'avez sollicité de ce genre de choses-là? Parce que vous dites c'est mon quotidien, mais le quotidien d'un musicien, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions, c'est peu de présence. Donc la qualité de la présence, quand vous deviez être avec votre fille, elle devait être riche en partage et en expérience. Ah oui, ça a toujours été intense, succinct mais intense, concis. Comme beaucoup de parents. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de parents passent peu de temps finalement avec leurs enfants et ont besoin de ces moments de qualité. Et c'est assez intéressant d'avoir votre regard d'ailleurs là-dessus. Comment on arrive à développer des moments de qualité quand on est très très pris et qu'on veut développer cette curiosité chez son enfant? Je crois qu'il faut les plonger tout de suite dans ce qui ne les choquera pas, c'est-à-dire quand on a 4-5 ans, la musique contemporaine c'est drôle en fait. Les premières barrières se font ensuite, probablement 8, 10, 12 ans, là c'est fini. La dissonance n'est plus acceptable. C'est plutôt les consonances, les choses harmonieuses, les choses, voilà, les musiques
dessins animés, de films voilà, qui donnent des références très verticales. Alors que finalement, dans tout leur environnement, dans tout ce qu'on entend, de grincement, de choses dans la rue, ou dans les restaurants, ou même les effets spéciaux dans les animations pour enfants, sont faits de choses dissonantes. En fait. Ça accompagne, sauf que c'est des connotations toujours accessoires. Alors, du coup, ma fille a bénéficié des concerts. Son premier concert, c'était une Xenakis Boulez, je crois. La vache. Et elle avait trouvé ça très drôle. Ah oui. Et puis là, maintenant, ça va mieux, mais elle a eu une période de rejet total pour la musique contemporaine. Ça arrive donc, également. Depuis 1 an, je suis assistant maintenant au Conservatoire supérieur, ici à Porte de Pantin. Et c'est un travail que je trouve passionnant de voir des élèves de très haut niveau, avec une grande maturité, puisque maintenant, grâce à Internet, ils connaissent vraiment beaucoup de choses, ils ont accès à beaucoup de choses, beaucoup plus que nous à l'époque, en termes d'archives, voilà, pour comparer les interprétations. Et puis, vu que j'ai toujours été intéressé pour comprendre l'intérieur des langages, voir comment ça fonctionne, triturer un peu les matières sonores, les rythmes, donc à travers beaucoup d'improvisation également, et puis d'écoute, des études, d'harmonie, de choses assez complexes finalement. Tout ça pour voir une œuvre de Mozart un tout petit peu différemment, mais finalement ça marche. C'est cet éclairage un peu différent dont l'élève a besoin, qui apporte une interaction et une relation intéressante entre l'élève et l'enseignant. Il y a aussi ce que l'élève attend du professeur. Et c'est marrant d'être complètement dans un standing, ou aussi à travers ça, surprendre aussi l'élève un petit peu. Et de même, ça peut être un jeu où l'élève a envie aussi de s'amuser et proposer des choses inattendues. Et ça marche en fait, c'est assez intéressant parce qu'on parle. Je mettais à disposition des groupes, par exemple 4 violoncelles là, 4 violoncelles là, 4 violoncelles là. Ça ferait par exemple le groupe ABC, 12 violoncelles en tout, et chacun joue dans un réservoir de notes par exemple. Et dans ce réservoir, on donne des contraintes de hauteur de son, de rythme, de silence. Et c'est assez perturbant pour la première fois pour des gens qui sont jeunes, très jeunes, voire ou alors des groupes avec des adultes amateurs qui sont mélangés avec des enfants. Là, on est vraiment dans le noyau de la créativité, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'ils essaient, qu'ils n'arrivent pas, et il faut leur dire mais attendez, écoutez déjà ce qui se passe autour de vous. Et c'est vraiment la chose la plus dure, c'est-à-dire de faire un peu silence entre les petits modules qu'on propose et puis de les varier. C'est-à-dire faire ça, puis après faire ça, et entre ça, écouter. C'est-à-dire qu'ils sont omnibulés par le fait de lire déjà, et puis les repères sont tellement autres qu'ils sont complètement perturbés. Mais une fois passé ce cap, c'est-à-dire au bout de répétitions, en fait ils commencent vraiment à apprécier le principe et puis de voir la direction des choses. C'est-à-dire que dans ces réservoirs, il y a celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et entre, il y a vraiment l'œuvre l'œuvre commune en fait, qui s'ouvre, qui va vraiment vers un aboutissement. Merci beaucoup. Bien pris. Merci et à bientôt sur Créative.